Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par HDV Avocat sur la mise en place et le renouvellement du CSE. Préparer les élections, un point d'exclamation. Un point d'exclamation car on sait bien combien les élections constituent un moment important avec de forts enjeux pour l'entreprise, qu'elle soit entre 11 et 50 salariés, au-delà de 50 salariés ou encore au-delà des 300. Ce webinaire est le premier consacré aux élections. Il sera suivi d'un second webinaire au mois de mars cette année, dont je vous expliquerai le contenu tout à l'heure. Mettre en place et renouveler le CSE. Aujourd'hui, nous allons traiter de trois questions. Trois questions qui nous semblent importantes, qui nous semblent des questions à prendre en premier lieu. La première question, et c'était une des grandes nouveautés des ordonnances de 2017, concerne la mise en place et le périmètre de mise en place du CSE. La deuxième question, qui a également fait l'objet de modifications en 2017, concerne le calendrier des élections et des obligations, notamment de l'employeur. Et la troisième question que nous allons traiter concerne la négociation du protocole préélectoral. Alors, nous n'irons pas dans le détail du contenu d'un protocole, mais simplement dans le rappel de grands principes qui sont nécessaires si on veut que des élections se déroulent de la meilleure des manières qui soit. Le périmètre de mise en place du CSE, alors c'est une des grandes réformes portées par les ordonnances de 2017, dans la mesure où désormais cette question du périmètre de mise en place du CSE est dissociée de la négociation du protocole d'accord préélectoral. C'est un enjeu majeur pour l'entreprise d'abord, puisque désormais une négociation par un accord collectif majoritaire va mettre en place les instances représentatives, CSE centrale ou CSE établissement, en fonction d'une configuration que nous allons voir dans le détail. Donc c'est un enjeu important, un enjeu de proximité des représentants du personnel, puisque vous savez qu'on a eu quand même une fusion DP, CHSCT, CE vers une seule instance, le CSE. C'est un enjeu d'efficacité pour le dialogue social dans l'entreprise, et donc une négociation qu'il faut mener indépendamment et d'une manière très bien préparée au niveau de l'employeur. C'est également un enjeu majeur pour les organisations syndicales qui sont dans une période où, depuis 2008, leur représentativité est mesurée. Et donc, c'est un enjeu majeur pour elles dans la mesure où la définition du périmètre de mise en place du CSE va influer sur leur capacité à désigner ou non des délégués syndicaux au sein des différents établissements. Et c'est un enjeu aussi, puisque désormais, la mise en place de ce périmètre a été prévue en premier lieu par un accord collectif d'entreprise. Donc, avant l'ordonnance de 2017, l'accord qui mettait en place le périmètre du CSE et des établissements, c'était un accord de nature préélectorale qui était négocié avec les OS intéressés et soumis, on verra, à une condition de double majorité. En cas de désaccord, c'était l'administration, donc la directe à l'époque, qui devait trancher cette question. Désormais, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par un accord, sans possibilité toutefois, on va le voir, de référendum. L'article L2312 et suivant nous fixe un ordre de priorité avec lequel nous devons procéder pour cette mise en place des établissements, la reconnaissance et la mise en place des établissements. Cet ordre de priorité suivant: priorité à la négociation. Ensuite, en l'absence d'accord prévu à l'article L2313.2 et en l'absence de délégué syndical, accord qui peut être conclu avec le comité social et économique. Ensuite, en l'absence d'accord prévu aux deux articles précédents, décision unilatérale de l'employeur qui fixe ces établissements. Et enfin, en cas de litige sur la décision de l'employeur, c'est une décision administrative du DRETS qui va trancher celui-ci. Sur ces questions-là, nous allons revoir point par point les différentes modalités d'établissement.
Donc, la négociation est un préalable obligatoire avant toute décision unilatérale. Alors, cette obligation a été rappelée par la Cour de cassation dans sa décision d'avril 2019. L'employeur se doit d'avoir loyalement tenté de négocier un accord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts avant de pouvoir décider unilatéralement. Donc, cette négociation, elle s'impose à l'employeur, quelle que soit d'ailleurs la physionomie de l'entreprise. Vous pouvez tout à fait avoir un établissement physique, mais plusieurs établissements au sens du texte. Notamment, prenez un siège d'entreprise, vous auriez à la fois des unités de production, des unités logistiques, des unités de recherche et développement et également une unité commerciale. Vous auriez peut-être autant d'établissements, autant de communautés de travail qui font du sens du point de vue de la délimitation de différents établissements. Lors de chaque élection, si ce périmètre a été fixé auparavant par une décision unilatérale de l'employeur, il est nécessaire de mener une négociation et de discuter avec les organisations syndicales représentatives de cette question. En termes de modalités de conclusion, c'est important de prendre le temps de bien lire là le texte, puisque on a donc un accord collectif, un accord majoritaire, c'est-à-dire un accord qui est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentant, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors de la dernière élection. Et c'est le seul mode de conclusion de cet accord, c'est-à-dire que le législateur a entendu réserver uniquement la signature et la validité de cet accord à une signature par des OS représentant plus de 50% des voix et des suffrages exprimés. Il a donc exclu les autres modes de validation des accords, qui sont par exemple la signature d'un accord par des OS représentant plus de 30% des suffrages, puis une ratification par référendum ou consultation auprès des salariés. Donc, il y a une modalité exclusive qui est le premier alinéa de l'article L2232. En termes de contenu de cet accord, le principe, c'est la liberté contractuelle. Alors, c'est une liberté contractuelle qui reste relative. C'est une liberté contractuelle parce qu'aucun critère spécifique n'est attendu de la part des partenaires sociaux pour définir ce qu'est un établissement, le périmètre de l'établissement. Et on ne peut pas dire qu'il y a un contrôle qui soit opéré de cette liberté contractuelle. En revanche, il y a une limite, c'est que l'accord ne peut pas inclure de thèmes qui devraient figurer dans un accord ou dans un protocole d'accord préélectoral et soumis à condition de double majorité. Par exemple, on ne peut pas trouver dans un accord sur la mise en place des établissements au sein de l'entreprise de clauses qui viendraient répartir des sièges au CSE. En revanche, on a une obligation donc pour les entreprises de plus de 300 salariés. Cet accord doit fixer les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE, ainsi que celle du CCCT central. De plus, cet accord peut aussi, il peut mettre en place des représentants de proximité, leur nombre, leur attribution, les modalités de désignation, modalités de fonctionnement, en termes facultatifs également. Dernier point sur cet accord majoritaire, la durée de l'accord. Donc, il peut être conclu soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée, soit en l'absence de stipulation, pour une durée de 5 ans. C'est le droit commun, c'est l'article L2222.4 du Code du travail. Si on s'attarde un moment sur la question de la durée de l'accord, a priori, la durée de l'accord devrait être une durée indéterminée, puisque quand on négocie sur la mise en place d'établissements distincts, ça reflète une organisation qui a plutôt vocation à durer d'une manière indéterminée. En tout cas, on ne peut pas préjuger du moment où cette organisation va évoluer. Néanmoins, dans le contexte de la mise en place du CSE, il nous semblerait adapté de calquer la durée de l'accord sur la durée du cycle électoral, ce qui permettrait à minima de vérifier en amont de l'ensemble de l'opération électorale que nous n'aurons pas de contestation avec les organisations syndicales sur ces questions-là,
ou qu'on aura eu l'occasion de se reprononcer sur la physionomie de l'entreprise, sur les communautés de travail, de tenir compte d'éventuelles évolutions. Donc, notre recommandation sur cette question, c'est vraiment d'essayer d'avoir une approche très fonctionnelle et très pragmatique, avec une durée d'accord qui soit calquée sur la durée du cycle électoral. Donc voilà pour cette première partie où désormais la mise en place d'établissements distincts se fait par un accord collectif majoritaire. Et en l'absence d'accord, les ordonnances de 2017 ont introduit la possibilité de mettre en place ces établissements par accord avec le CSE. Alors, c'est une nouveauté. Que dit l'article? En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social économique, adopté à la majorité des membres titulaires, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Donc, on voit que cet article place une double condition cumulative pour qu'il puisse y avoir une négociation avec le CSE. En l'absence d'accord et en l'absence de délégué syndical. Alors, ça peut sembler redondant, puisque vous me direz, s'il n'y a pas de délégué syndical, il ne peut pas y avoir d'accord collectif majoritaire. Néanmoins, il y a des situations où on peut avoir, par exemple, un accord qui aurait été conclu selon les règles de l'accord majoritaire, un délégué syndical qui aurait été conclu pour une durée indéterminée, un délégué syndical qui aurait quitté l'entreprise. Donc, on aurait bien un accord qui va conclu à durée indéterminée et pas de délégué syndical. L'autre situation, vous n'avez pas d'accord et pas de délégué syndical. Donc, vous allez pouvoir négocier avec le CSE. Ce qui est important ici, il y a eu une question-réponse du ministère sur ces éléments-là. Lorsque vous avez commencé une négociation avec un délégué syndical et que celle-ci n'a pas abouti, vous n'avez plus la possibilité de négocier avec le CSE. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire en cas d'échec de négociation tel que prévu par l'article L2313-2, vous devez recourir à la décision unilatérale. Vous ne pouvez pas aller négocier avec le CSE. Néanmoins, cette faculté va être ouverte pour la première fois à l'occasion du renouvellement des CSE. Et dans le cas où vous devriez y avoir recours, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a toujours le même principe de liberté contractuelle et que les modalités de fonction sont en revanche différentes, puisque pour que cet accord soit valablement conclu, il faut une majorité de signatures des membres titulaires élus du comité. Donc, c'est une majorité par tête. Ce n'est pas une majorité par suffrage, hein, contrairement au cas de l'accord collectif majoritaire. Donc, c'est simplement un nombre d'élus titulaires qui soient majoritaires et qui signent cet accord. À défaut, eh bien, le nombre et le périmètre des établissements va être fixé par décision unilatérale de l'employeur. Et donc là aussi, c'est un des grands changements opérés par les ordonnances de 2017. Alors, vous y avez peut-être été confronté déjà lors de la première mise en place du CSE. Donc, à défaut d'accord, il revient non plus au directeur de la DIRECT ou de la DRET désormais de fixer le périmètre des établissements, mais à l'employeur. Et donc, pour ce faire, l'article L2313-4 du Code du travail instaure un critère de reconnaissance pour les établissements distincts qui est compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Donc, sur cette base-là, on a une construction jurisprudentielle qui s'est faite au niveau de la Cour de cassation par deux arrêts de 2018 et 2019 qui sont venus donner une interprétation extensive, en tout cas enrichie, de ce critère de l'autonomie de gestion du personnel. Alors, dans cette décision de 2018, la Cour de cassation est venue préciser que caractérise un établissement distinct celui qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétences dont dispose son responsable,
une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service. Donc, la précision apportée par la Cour de cassation, une autonomie suffisante, mais en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service. Dans sa décision de décembre 2019, la Cour de cassation est venue également ajouter un élément d'une manière explicite. L'attention doit être portée aux délégations de pouvoir consenties aux chefs d'établissement et qui doivent leur concéder une autonomie suffisante pour justifier la mise en place d'instances de représentation du personnel ainsi qu'à l'organisation interne de l'entreprise. Donc, un enrichissement du critère de l'autonomie, une autonomie de gestion du personnel qui est suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service, avec une délégation de pouvoir qui reflète les prérogatives du chef d'établissement, des prérogatives qui doivent être suffisantes. Alors, il y a eu plusieurs décisions de la Cour de cassation pour constater si effectivement les critères étaient satisfaits ou pas. Alors, dans une décision de 2020, par exemple, elle a considéré qu'il y avait une insuffisance de la délégation de pouvoir de directeur de magasin en matière de gestion du personnel, dans la mesure où ceux-ci n'avaient pas la responsabilité, ne disposaient pas du pouvoir disciplinaire, ni même d'une autonomie en matière de recrutement des collaborateurs. En revanche, en 2021, la Cour de cassation a considéré que l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège d'une entreprise n'exclut pas nécessairement qu'il y ait une autonomie de gestion des responsables d'établissement. Et puis, en 2021 également, le 9 juin, la Cour de cassation a reprécisé que le découpage de l'entreprise et des établissements doit permettre l'exercice effectif des prérogatives des IRP. S'ensuit pour l'employeur, lorsqu'il prend sa décision unilatérale, une obligation d'information spécifique et préalable à destination de l'ensemble des parties intéressées. Et quand on dit de l'ensemble des parties intéressées, s'il y a une négociation, mais échec des négociations, cette obligation d'information doit être faite vers l'ensemble des organisations syndicales ayant participé à cette négociation. S'il y a eu une négociation avec le CSE, il est prévu par le Code du travail que le CSE se réunisse et qu'il soit informé du découpage finalement retenu par l'employeur. Cette obligation d'information, elle est particulièrement importante dans la mesure où c'est elle qui déclenche un délai de 15 jours durant lequel les organisations syndicales ou le CSE, le cas échéant, peuvent saisir le DRETS de la décision de l'employeur. En l'absence d'information, naturellement, ce délai ne court pas. Donc, les OS disposent d'un délai de 15 jours pour contester la décision de l'employeur devant la DRETS du siège de l'entreprise. Dans ce cas, la DRETS dispose d'un délai de 2 mois pour fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l'entreprise. Cette saisine de la DRETS, elle suspend l'ensemble du processus électoral global jusqu'à la décision administrative et elle entraîne de facto la prorogation des mandats jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. C'est une décision de la Cour de cassation de 2019. À noter que même saisie par des organisations syndicales, si des discussions se poursuivent entre l'employeur et ses organisations intéressées, qu'un accord collectif majoritaire est signé postérieurement à la décision de l'administration, cet accord va rendre la décision de l'administration caduque. Les parties intéressées gardent la possibilité de contester la décision de la DRETS et cette contestation se fait devant le juge judiciaire. C'est une décision de la Cour de cassation de juin 2020 qui a été rendue et dans laquelle la Cour de cassation a considéré que le législateur avait entendu donner au juge judiciaire la compétence juridictionnelle de l'ensemble des opérations en matière électorale et que ça justifie donc une décision rendue par l'administration puisse être contestée devant le juge judiciaire. J'ai terminé sur cette première partie qui concerne donc les discussions sur
le périmètre de mise en place du CSE, périmètre sur lequel il faut être extrêmement attentif parce qu'il conditionne l'ensemble du processus électoral qui va se dérouler par la suite. Et donc, la nécessité d'anticiper ces discussions par rapport à un calendrier électoral qui doit être construit en tenant compte d'un certain nombre de paramètres que nous allons voir maintenant. Si on s'attarde sur le calendrier des élections, on va distinguer plusieurs temps. Il y a d'abord la question du déclenchement des opérations, et puis derrière, on va également s'intéresser à différentes situations en cas de première mise en place ou de renouvellement ou d'élection partielle. Donc, si on regarde le calendrier des élections, la première des choses qu'il faut avoir en tête, c'est le déclenchement des élections. Donc, j'ai listé ici les différentes dispositions qui s'appliquent, avec, dans le cas de la première mise en place, également une nouveauté qui a été apportée par les ordonnances de 2017, c'est l'appréciation des effectifs. Pour mettre en place un CSE dans une entreprise, il y a une condition d'effectif qui doit être réunie, c'est-à-dire qu'il y ait au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. C'est là où se situe le changement des ordonnances de 2017. C'est une appréciation sur 12 mois consécutifs. Donc, il suffit que sur un mois, on repasse en dessous de cette barrière, de ce seuil de 11 salariés, pour devoir recommencer à zéro le compte à rebours et donc être sur une nouvelle appréciation sur 12 mois glissants. D'accord? Donc, pendant 12 mois consécutifs, le seuil de 11 salariés doit être franchi. Ensuite, la mise en place se fait soit à l'initiative de l'employeur, c'est son obligation, nous allons le voir, soit elle peut se faire à la demande d'un salarié ou d'un syndicat, selon les règles prévues par l'article L2314-18. Deuxième situation de déclenchement des élections, c'est le cas des élections partielles, qu'il ne faut pas laisser de côté. Et donc là, on a deux situations qui sont assez connues, qui sont d'une part, un collège n'est plus représenté alors qu'il était précédemment, et ensuite le nombre de titulaires est réduit de moitié alors qu'il reste une durée de mandat supérieure à 6 mois avant le prochain renouvellement. Juste une observation sur ces élections partielles. Lorsqu'il y a lieu d'organiser des élections partielles, un syndicat ne peut pas demander la négociation d'un nouveau protocole préélectoral concernant le nombre de sièges et l'évolution des effectifs. De même, lorsqu'il y a élection partielle, celle-ci n'influe pas sur la représentativité des organisations syndicales telle qu'elle a été établie à l'occasion du scrutin. Dernier point, c'est le cas du renouvellement du CSE. Donc, ça, c'est un point partout. C'est l'obligation, et c'est à l'initiative de l'employeur, exclusivement à son initiative, dans des délais qui sont prescrits et que nous allons voir ensemble, qui sont notamment sur l'exigence que le premier tour des élections ait lieu 15 jours avant l'expiration des mandats du CSE. Deuxième point sur le déclenchement des élections, deux obligations de l'employeur. Une première obligation qui est l'obligation d'information du personnel sur l'organisation des élections. Alors, cette information, elle peut se faire par tout moyen et sur tout support. Mais il est important qu'on puisse conserver une trace de cette information à date certaine, c'est-à-dire qu'on puisse réellement prouver qu'on a informé les collaborateurs 90 jours avant le déroulement des élections. Ce défaut d'information du personnel peut justifier l'annulation des élections. Deuxième étape, l'invitation à négocier qui doit être adressée par courrier aux organisations syndicales. Alors, c'est important que cette invitation soit adressée par courrier et un manquement peut justifier l'annulation de plein droit du scrutin. Donc, il faut être extrêmement vigilant
sur la forme. Il faut également être vigilant sur les destinataires de cette invitation, puisque donc, les syndicats représentatifs dans l'entreprise, les syndicats ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise. Alors là, on a eu récemment une jurisprudence de la Cour de cassation assez intéressante, puisque lors d'une décision du 8 décembre 2021, la Cour de cassation a été saisie d'une contestation où l'employeur n'avait pas convoqué une section syndicale car il estimait que celle-ci ne remplissait plus les conditions d'existence d'une section syndicale faute d'adhérents. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas au minimum 2 adhérents. Et donc la Cour de cassation est venue dire qu'il appartient au syndicat de justifier que la section comporte bien au moins 2 adhérents à la date de l'invitation à la négociation du protocole préélectoral. Mais en revanche, l'employeur n'a pas à faire contester judiciairement la perte d'existence de la section syndicale avant l'organisation des élections. Donc, c'est une décision intéressante du 8 décembre 2021. Après, une autre observation sur les invitations à négocier. Il faut naturellement inviter les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel tel que prévu par le Code du travail, mais sans oublier les organisations syndicales représentatives au niveau des différentes branches, tel que cela avait été rappelé par la Cour de cassation dans une décision du 15 décembre 1999 et qui reste, à notre avis, tout à fait applicable au CSE. Dernier point sur le déclenchement des élections, sur une obligation qui est l'invitation des syndicats à négocier un protocole d'accord préélectoral, ce qui est une obligation aménagée dans les entreprises de 11 à 20 salariés. Alors, c'est une disposition, l'article L. 2314.5 du Code du travail, qui crée un petit peu de confusion. Pourquoi? C'est une disposition qui prévoit que lorsque, à l'issue de l'information qui a été faite à l'ensemble des collaborateurs sur la tenue prochaine d'une élection, mais que dans une entreprise donc, de 11 à 20 salariés, aucun candidat ne s'est manifesté dans les 30 jours consécutifs à cette information, il n'y a pas lieu de poursuivre le processus électoral. Alors, je trouve que c'est un peu confusant dans la mesure où c'est bien le protocole d'accord préélectoral qui doit régir les modalités de candidature des salariés. Et là, en quelque sorte, on arrête l'ensemble du processus parce que aucun salarié ne s'est présenté, ne s'est déclaré candidat, alors même qu'il n'y a aucune information sur les modalités selon lesquelles il aurait dû présenter sa candidature. Donc, côté un petit peu confusant sur ce point. Rien n'empêche d'ailleurs l'entreprise de poursuivre de son propre chef l'opération, et rien ne la contraint. Néanmoins, il est prévu, et c'est une obligation aménagée, que si aucun candidat ne se présente dans les 30 jours consécutifs à l'information qui a été faite, eh bien, l'employeur peut arrêter là le processus électoral. Il doit d'ailleurs remplir un CERFA qui prévoit cette situation, c'est le CERFA 15-248-03. Et dans les causes de procès-verbal de carence apparaît cette cause-là prévue par l'article L2314.5. Je me suis un peu intéressé à cette situation, notamment du point de vue de la liberté de participation des travailleurs. Et donc, c'est intéressant d'aller relire la décision du Conseil constitutionnel qui a été rendue le 21 mars 2018 à propos de ces ordonnances et dans laquelle, finalement, le Conseil constitutionnel, lui, a considéré que le fait d'arrêter ainsi l'opération électorale se justifiait dans la mesure où un salarié pouvait demander, 6 mois après l'établissement du PV de carence, à réorganiser cette opération électorale. Donc, ça ne constituait pas une mesure qui venait limiter la participation des travailleurs aux instances représentatives du personnel. Voilà, une décision du Conseil du 21 mars 2018. Lorsque ces règles ou ces éléments liés au déclenchement des élections ne sont pas respectés, on a donc une obligation qui peut être sanctionnée.
Alors, elle peut être sanctionnée pénalement. Tout le monde connaît le délit d'entrave. Donc, la carence de l'employeur à organiser les élections professionnelles constitue un délit d'entrave. Ce délit d'entrave peut également être constitué dès lors qu'il y aura un simple retard délibéré qui peut être également pénalement sanctionné. Plus intéressant récemment sont les différentes décisions de la Cour de cassation qui reconnaît que cette carence de l'employeur est une faute qui peut engager sa responsabilité. Alors, elle peut engager sa responsabilité sur différents fondements. Alors, la décision du 27 janvier 2021, on va dire, c'est le défaut et l'impossibilité d'une représentation et de la défense de ses intérêts par un salarié. Mais auparavant, dès 2011, on avait eu des décisions où la carence de l'employeur crée un préjudice pour un salarié qui n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un représentant du personnel à l'occasion d'une procédure disciplinaire. En 2019, on a également eu, concernant un syndicat, la Cour de cassation, qui a considéré que le retard dans l'organisation des élections suite à la demande d'un syndicat peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du syndicat auteur de la demande. C'est une décision du 25 septembre 2019. Donc, vigilance sur les conditions de déclenchement qui sont extrêmement encadrées, qui sont extrêmement précises et, j'allais dire, dont on peut aussi facilement s'affranchir si on pose les choses d'une manière ordonnée dans un calendrier électoral qui est assez simple au final, puisque le calendrier des élections lors de la première mise en place du CSE, dans une entreprise dont l'effectif est d'au moins 20 salariés, on a une obligation d'information 90 jours avant le premier tour, une invitation des OS à négocier qui doit laisser au moins 15 jours entre l'invitation et la première réunion de négociation du PAP. En ce qui concerne l'entreprise dont les effectifs sont compris entre 11 et 20 salariés, on a de la même manière une information des salariés, 30 jours. Si on a un candidat qui se déclare, une invitation des OS à négocier, 15 jours, première réunion de négociation du PAP, premier tour des élections. Dans le cas d'un renouvellement, donc là, on va lire notre calendrier d'une manière un petit peu distincte. On va partir de l'expiration des mandats en cours. Le premier tour de l'élection doit avoir lieu au plus tard 15 jours avant l'expiration des mandats en cours. La première réunion de négociation du PAP doit avoir lieu au plus tard 60 jours avant l'expiration des mandats en cours. Donc, à partir de cette date-là, on peut déterminer une date qui va être celle de l'invitation des organisations syndicales à négocier, minimum 15 jours, et à J-90, une information du personnel en vue des élections professionnelles pour le renouvellement du CSE. Alors, voilà, de manière très schématique, en fait, le calendrier, c'est quelque chose d'assez simple qu'il faut poser par écrit, il faut discuter dans le cadre de la préparation de vos élections. Et il faut intégrer en amont un temps de négociation pour la mise en place d'établissements distincts s'il y a lieu dans vos entreprises. En tout cas, il y a un temps de négociation qui doit être consacré à cette question, quelle que soit votre configuration aujourd'hui. Je passe sur la dernière partie de mon intervention qui concerne la négociation du protocole d'accord préélectoral. En étant peut-être assez rapide sur certains éléments, mais quand même, l'exigence de négociation loyale et de bonne foi, quand on déclenche une opération électorale, c'est un point d'attention. C'est-à-dire qu'on ne va pas entamer une négociation avec des organisations syndicales en leur proposant des choses qui seraient tout à fait fantaisistes ou qui ne respecteraient pas les principes généraux du droit électoral. Il y a eu plusieurs décisions, mais celle de la Cour de cassation du 10 mai 2012 est assez claire là-dessus, où on avait un employeur qui proposait un délai de 5 jours entre le protocole et la date limite de présentation des candidats au premier tour, un dépôt des listes avec un week-end, un envoi de la propagande électorale par l'employeur. Donc, tout ça avait été considéré comme purement dilatoire et de mauvaise foi de la part de l'employeur. Plus intéressant parce que vraiment, c'est un sujet qu'on rencontre régulièrement dans le cadre de négociations d'accords préélectoraux,
concerne la fourniture des informations indispensables à la négociation. Et il y a souvent des enjeux un petit peu de positionnement, des rapports de force qui se créent sur ces questions-là lors de niveau de protocole d'accord préélectoral. Donc, je vous invite vraiment à relire cette décision du 9 octobre 2019 de la Cour de cassation et à vous préparer à la négociation en ce sens, puisque dans cette décision, la Cour de cassation vient d'une manière explicite nous indiquer quels sont les documents qui sont à mettre à la disposition des organisations syndicales, à savoir le registre unique du personnel et les déclarations annuelles des données sociales. Ensuite, on peut communiquer des extraits, des copies ou des extraits de ces documents qui sont expurgés d'éléments confidentiels, notamment tout ce qui va être relatif à la rémunération des salariés. Et l'employeur n'est pas tenu de produire et de remettre au syndicat des données nominatives et confidentielles sur les fonctions et la classification des salariés. Donc, la Cour de cassation dit oui, il y a une obligation de fournir des informations préalables, mais aucune de ces informations ne doit porter atteinte à la confidentialité des rémunérations, des classifications du salarié. La meilleure base étant de prendre une DADS et de l'expurger de ces informations dites sensibles. L'obligation de négociation loyale et de bonne foi, elle pèse aussi sur l'organisation syndicale, c'est-à-dire qu'un syndicat qui a signé un protocole d'accord préélectoral sans réserve ne peut pas par la suite contester ce protocole d'accord, quand bien même, et c'est une jurisprudence du 24 novembre 2021, ce protocole serait contraire à l'ordre public. Alors, le contenu du protocole d'accord préélectoral, on a des clauses qui sont obligatoires. Alors, dans ces clauses obligatoires, bien sûr, on a les clauses qui concernent la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories de personnel. Je regroupe ces deux éléments, puisque en cas de désaccord, l'employeur doit saisir la DRETS, et même sans qu'il soit besoin de désaccord, l'employeur peut saisir la DRETS sur ces questions de répartition. Alors ensuite, dans les clauses, on a la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral, et ça doit figurer dans le protocole. C'est une jurisprudence de la Cour de cassation du 12 mai 2021. Un pape ne peut pas déroger à cette question-là. C'est une jurisprudence du 25 novembre 2020 de la Cour de cassation. Et ensuite, dans les clauses obligatoires, conditions d'électorat et d'éligibilité, j'y reviens juste après. Puis on a les modalités de déroulement du scrutin et le cas échéant, une clause qui porte la mention de l'accord d'entreprise ou de la DU prévoyant le recours au vote électronique s'il est déjà arrêté le nom du prestataire choisi pour cette prestation-là. Je reviens sur les conditions d'électorat et d'éligibilité. On a eu récemment une décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2021 qui est particulièrement importante sur cette question, puisque la décision du Conseil constitutionnel non seulement déclare le constitutionnel l'article L2314-18 du Code du travail, mais remet aussi en cause la jurisprudence de la Cour de cassation qui, de manière constante, avait exclu certains salariés membres de l'encadrement et assimilé des processus électoraux en considérant qu'ils ne pouvaient pas avoir la qualité d'électeur. Donc, ils ne participaient pas au scrutin. Ça, c'est une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le Conseil constitutionnel est venu sanctionner en considérant que cela portait à atteinte, une atteinte excessive sur la possibilité pour des salariés d'être électeurs aux élections professionnelles. Alors, il y a eu dans cette décision, donc, le Conseil qui estime qu'en privant des salariés de toute possibilité de participer en qualité d'électeur à l'élection du CSE, au seul motif qu'ils disposent d'une telle délégation, d'un tel pouvoir de représentation, porte à une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs. Et puis, dans cette décision, le Conseil constitutionnel a différé l'abrogation de l'article L2314-18, donc il a différé jusqu'au 31 octobre 2022.
Pourquoi? Parce que si la décision avait eu un effet immédiat, bah, du coup, ça nous remettait en question l'organisation des élections, puisqu'on n'avait plus de critères d'appréciation, ni même de règles d'appréciation de l'électeur pour une élection. Donc, comment est-ce que vous devez gérer cette situation? Bien, pour l'instant, statu quo, c'est-à-dire application des dispositions de l'article L2314-8 du Code du travail tel qu'il existe, et ce jusqu'à ce que le législateur intervienne au plus tard le 31 octobre 2022. À côté des clauses obligatoires, le PAB peut contenir un certain nombre de clauses facultatives. Donc, je le mentionne ici, l'employeur n'est pas tenu de négocier dans les domaines facultatifs, même si la demande lui en était faite. Donc, il y a la possibilité de modification du nombre de sièges ou du volume des heures individuelles de délégation. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été inclus sur le fait de dire, en fonction de vos effectifs, vous devez avoir un certain nombre de représentants, vous pouvez faire varier ce nombre de représentants, mais dans ce cas-là, vous devez également faire varier les heures de délégation de manière à ce que, par exemple, une réduction du nombre de représentants ne soit pas synonyme d'une réduction du nombre d'heures de délégation théorique qui doit être accordée à l'ensemble du CSE. Ensuite, dans les clauses facultatives, vous pouvez déroger à la limite de 3 mandats successifs dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés. Puis ensuite, vous pouvez négocier toutes sortes de clauses qui soient plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles. Les thèmes ne relevant pas du protocole d'accord électoral, la mise en œuvre du vote électronique. Donc, nous verrons dans un prochain webinaire, c'est une négociation à part, avec une obligation qui a été rappelée par la Cour de cassation en janvier 2021. Ce n'est que lorsqu'à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique. Alors, dans cette décision, la Cour de cassation met à part les entreprises de moins de 50 salariés, puisque en cas d'échec de négociation, il peut y avoir, ou même il peut y avoir une décision unilatérale en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, sans qu'on puisse sans passer par les autres modalités de négociation dérogatoire. Ensuite, les thèmes qui ne relèvent pas du protocole d'accord préélectoral, c'est celui de la réduction de la durée du mandat. Donc, vous savez que c'est une possibilité qui est offerte aujourd'hui de réduire le mandat, mais la réduction du mandat est soumise à un accord collectif majoritaire. Lorsqu'on a négocié le protocole d'accord électoral, donc il se pose la question des conditions de validité de celui-ci. Alors, c'est un peu piégeux parfois, puisqu'on a différentes situations. Le principe pour la validité de l'accord préélectoral, c'est une condition de double majorité, prévue par l'article L2314-6 du Code du travail. Qu'est-ce que c'est que le principe de double majorité? C'est une signature par une majorité des syndicats intéressés ayant participé à la négociation. Alors, la majorité, c'est la moitié plus 1. Et une signature des syndicats ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections. C'est ça la condition de double majorité. Donc, une majorité de syndicats. Alors, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser ce que c'était qu'une majorité de syndicats, notamment dans une décision de 2017, où elle a dit si 2 syndicats ont participé à la négociation du protocole et qu'un seul l'a signé, la condition de majorité, qui implique la moitié des négociateurs plus 1, n'est pas respectée. Donc, si vous n'avez que 2 syndicats, il vous faut 2 signatures. De même, je le soulignais tout à l'heure, c'est la majorité des syndicats ayant participé à la négociation, peu importe qu'un syndicat se soit présenté, puis ait renoncé à la négociation. Dans ce cas-là, il tombe bien dans un syndicat qui ont participé. Ensuite, une majorité des suffrages exprimés. Donc, le terme de majorité des suffrages exprimés, c'est la moitié plus 1, donc la moitié plus une voix, donc c'est une décision de 2013 de la Cour de cassation. L'accord unanime peut être exigé pour 2 types de dispositions, les modifications du nombre et de la composition des collèges électoraux et l'organisation du scrutin en dehors du temps de travail.
Alors, souvent, c'est assez complexe parce que si on considère que ces dispositions doivent être incluses dans le protocole d'accord préélectoral, hein, on est d'accord que cet accord unanime des organisations syndicales représentatives doit être marqué dans l'accord, ou alors on considère que ces dispositions qui nécessitent un accord unanime doivent être traitées à côté du protocole préélectoral, et c'est peut-être préférable pour des raisons de lisibilité des différents dispositifs. Et dans ce cas-là, on peut décider de cette négociation en parallèle ou de ces dispositions en parallèle de la négociation du PAP. Enfin, bon, le protocole d'accord préélectoral hein, doit respecter des stipulations les principes généraux du droit électoral. Donc, il y a eu pléthore de décisions de la Cour de cassation sur des stipulations incluses dans les protocoles d'accords préélectoraux, tels que le fait d'exclure certaines catégories de l'éligibilité sur la considération de leur fiche de poste, le fait de modifier les modalités du vote en prévoyant un vote à main levée plutôt qu'un vote à bulletin secret. Enfin, il y a eu pléthore de décisions de la Cour de cassation sur ce sujet-là, et donc sur la nécessité pour le pape de respecter les principes généraux du droit électoral. Alors, quelle procédure suivre maintenant en cas d'absence ou d'échec des négociations? Alors, en cas d'absence des négociateurs syndicaux, hein, alors que ceux-ci avaient été dûment invités, il revient à l'employeur de fixer seul les modalités d'organisation et de déroulement des opérations. Dans le cadre d'une décision unilatérale, et c'est l'employeur qui répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux. Alors, en cas d'échec des négociations avec les syndicats, donc deux situations. Si on est sur un désaccord qui porte sur l'organisation et le déroulement des élections, les modalités sont fixées par l'employeur, ou après s'il a été saisi par le tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond. Si le désaccord porte en revanche sur la répartition du personnel et des sièges, il y a une saisine de la DRETS. Cette saisine suspend le processus électoral et entraîne la prorogation des mandats jusqu'à la proclamation des résultats en cours. La DRETS dispose d'un délai de 2 mois pour prendre sa décision à compter de la réception de la contestation, et celle-ci est susceptible d'un recours devant le tribunal judiciaire. Donc, à défaut de l'expiration de ce délai de 2 mois ou dans le cas d'un recours qui est fait contre la décision de la DRETS, l'employeur et les syndicats peuvent saisir le juge. Et la Cour de cassation est venue rappeler que le juge doit se prononcer en s'appuyant sur des pièces fournies par l'employeur et tout document justificatif complémentaire, c'est-à-dire c'est lui qui va prendre la décision sur le fond du litige. Voilà. Alors, j'ai dépassé un peu le temps qui m'était imparti, je m'en excuse, et sans doute de manière un peu précipitée sur le protocole d'accord préélectoral. Néanmoins, j'aimerais vous inviter, pour aller plus loin, à ce que poursuivre cette étude de la préparation des élections le 25 mars 2022, où on traitera des points suivants: recours au vote électronique, l'organisation et le déroulement du scrutin, et d'une manière plus approfondie, la contestation des élections. Je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre entière disposition pour poursuivre cette présentation ou des échanges ou répondre à toutes questions que vous auriez. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci. Au revoir.